Je ne faisais que passer pour déposer quelques tomates. C'est à cela que je reviens sans cesse. Je n'espionnais pas. Je n'avais aucun soupçon. J'avais un sac de tomates de mon jardin. Ces grosses tomates charnues que mon gendre disait toujours être les meilleures qu'il ait jamais goûtées. Je m'étais dit que je les laisserais sur le perron de ma fille en rentrant de ma marche. C'était tout. Une mère qui apporte des tomates. Cela fait 11 ans que j'emprunte ce trajet chaque matin. Depuis que mon médecin m'a dit que mes genoux s'aggraveraient si je ne continuais pas à bouger, descendre l'avenue des Marronniers, tourner à gauche. Sur la rue des Trèfles, passer devant le parc. Et remonter dans le quartier résidentiel où ma fille et son mari ont acheté leur pavillon il y a 6 ans. Je connaissais chaque fissure sur ce trottoir. Je savais quelle chaîne laisser tomber ses glands le plus tôt. Je savais que le vieux monsieur, 3 maisons plus loin, laissait toujours ses arroseurs automatiques fonctionner trop longtemps. Et j'avais appris à enjamber la flaque qu'il laissait sur le bord du caniveau. Alors, quand j'ai tourné dans leur rue ce mardi matin et que j'ai vu le fourgon de mon fils dans l'allée, je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mon fils vit à environ 40 minutes au nord d'ici, près des étangs. Lui et ma fille ont toujours été proches. Le genre de complicité qui me rendait fier quand il était enfant. Ils s'appréciaient vraiment, ce qui n'est pas le cas de toutes les fratries. Donc, il n'était pas étrange qu'ils viennent lui rendre visite. Ce qui était étrange, c'était qu'il soit 9h30 un mardi matin et qu'il soit censé être sur un chantier. Il gère sa propre entreprise d'aménagement paysager depuis 12 ans. 9h30, un mardi, c'est le cœur de sa période la plus chargée. J'ai ralenti le pas sans le vouloir. J'ai juste remarqué la chose. Comme on remarque quelque chose qui n'est pas à sa place, un cadre de photo légèrement de travers. Je me suis dit qu'il avait probablement pris un jour de congé, ou peut-être qu'il avait une semaine plus calme. L'été avait été étrange cette année, trop sec. Peut-être que le travail avait ralenti. J'ai remonté l'allée jusqu'à la porte d'entrée, le sac de tomates oscillant dans ma main. Et c'est là que j'ai entendu les voix. Elles venaient de l'intérieur, juste derrière la fenêtre du salon. Celle que ma fille laisse entr'ouverte en été parce qu'elle dit que la maison devient étouffante près de la cuisine. Je n'essayais pas d'écouter. La fenêtre était ouverte et les voix portaient. Et j'ai entendu mon propre prénom avant même de penser à frapper. J'ai entendu ma fille dire « Elle ne va pas aimer ça ». Et j'ai entendu mon fils répondre « Elle n'a pas à aimer ça. Elle a juste à nous suivre ». Je suis resté là, sur les marches, là. Main à mi-chemin pour frapper à la porte. Et si elle ne veut pas, a demandé ma fille. Alors on gérera ça autrement. Mais une certaine Irène a dit, le calendrier est serré. Si on attend trop longtemps, ça devient compliqué. Irène. Je ne connaissais personne du nom d'Irène. Je pense vraiment qu'on devrait lui dire, a dit ma fille. Sa voix avait cette pointe de tension que je lui connaissais depuis ses 16 ans, quand elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de le dire. On ne lui dit rien avant que ce soit fait, a tranché mon fils. C'est tout le but. Si elle l'apprend à l'avance, elle voudra s'impliquer. Et après, tout traîne en longueur. Pendant des mois. Tu sais comment elle est. J'ai posé ma main à plat contre le mur de la maison. Sans raison particulière, juste pour sentir quelque chose de solide. J'ai passé 67 ans à être une personne que les gens décrivaient par des raccourcis. Je sais comment elle est. Elle est minutieuse. Elle met du temps à prendre des décisions. Elle pose trop de questions. J'avais entendu des versions de cela toute ma vie, de la part de ma mère, de mon regretté mari quand il était frustré, de mes collègues à la bibliothèque municipale où j'ai travaillé pendant 31 ans. J'avais fait la paix avec
Cela vers la cinquantaine. Je suis prudente. Je suis rigoureuse. Je pose des questions parce que je crois que les choses méritent d'être comprises avant d'être décidées. Je n'ai pas fait la paix, là, sur ce perron, en l'entendant de la bouche de mes propres enfants. Et pour la propriété, a demandé ma fille. On gère ça à part? Irène dit que tout doit bouger en même temps. On ne peut pas séparer le foncier de la gestion financière. Ça ne fonctionne pas comme ça légalement. Tout doit être dans le même dossier. Dossier. Foncier. Financier. Je ne suis pas une femme qui panique. J'ai passé 31 ans à gérer une bibliothèque. Et la chose qu'on apprend dans ce métier, c'est que le chaos n'est du chaos que tant qu'on manque d'informations. Alors je suis resté là, j'ai respiré et j'ai essayé de comprendre ce que j'entendais. Il parlait de mon patrimoine, d'un calendrier, de m'écarter de quelque chose jusqu'à ce que ce soit fait, parce que sinon, je poserais trop de questions. Mon mari est décédé il y a 4 ans. Il m'a tout laissé, ce qui était simple, comme nous l'avions toujours prévu. Notre maison, nos économies, un petit terrain dans les Alpes qui appartenait à sa famille. Nous en parlions comme le font les gens qui sont mariés depuis longtemps, pas de manière morbide, juste pragmatique. Il disait, s'il m'arrive quelque chose, garde le terrain. Ne laisse personne te convaincre de le vendre. Et je disais, il ne t'arrivera rien. Et puis, il lui est arrivé quelque chose, le terrain est devenu le mien, et je l'ai gardé. Comme il me l'avait demandé. Je n'avais pas dit à mes enfants ce que je comptais en faire. Cela ne semblait pas urgent. J'ai 67 ans, pas 97. Je marche tous les matins. Mes genoux fonctionnent très bien. Mais sur ce perron, j'ai compris que mes enfants avaient apparemment décidé que le calendrier était quelque chose qu'ils devaient gérer à ma place. J'ai entendu la voix de ma fille baisser d'un ton, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ça ne te posait pas de problème la semaine dernière. La semaine dernière, je n'y pensais pas autant. Elle va se sentir trahie. Elle comprendra avec le temps. Et d'ici là, ce sera fait, et il n'y aura plus rien à discuter. C'est ça le but, Margot. Margot. Il ne l'appelait par son prénom entier que lorsqu'il avait fini de négocier. J'ai regardé le sac de tomates dans ma main. Je les avais cultivées à partir de graines cette année. Je les avais fait germer à l'intérieur en février sous la petite lampe horticole que la sœur de mon mari m'avait offerte il y a des années. J'étais si heureuse quand elle avait bien poussé. Je pensais que mon gendre allait les adorer. J'ai posé le sac très doucement sur la rambarde du perron. Puis je me suis retourné et j'ai repris le chemin par lequel j'étais venu. Je n'ai pas frappé. Je n'ai rien dit. J'ai redescendu l'avenue des Marronniers, j'ai continué devant le parc, devant la flaque d'eau du vieux monsieur, jusqu'à chez moi. Et tout ce temps, mon esprit est resté très calme, comme il le devient quand j'ai réellement peur. Une fois rentré, je me suis assise à la table de la cuisine, je n'ai pas fait de café, je n'ai pas allumé la radio, ce que je fais d'habitude. Je suis juste resté là, dans le silence, et je me suis laissé comprendre ce que j'avais entendu. Mes enfants préparaient quelque chose impliquant mes biens et mes finances. Ils travaillaient avec quelqu'un nommé Irène, un nom que je n'avais jamais entendu aucun des deux mentionner. Ils avaient un calendrier. Ils avaient décidé ensemble que me prévenir à l'avance serait trop compliqué parce que je poserais trop de questions. Ce qui m'a fait le plus mal n'était pas l'aspect pratique. C'était la voix de mon fils disant, tu sais comment elle est. Avec ce ton décontracté, comme s'il s'agissait d'un problème connu qu'il avait déjà pris en compte. J'ai 2 enfants. Je les ai élevés seuls après que leur père a fait son premier infarctus, le laissant incapable de travailler. Pendant 2 ans.
Je ne dirais pas que j'ai tout fait parfaitement, mais j'ai travaillé dur et j'ai toujours été là pour eux. Quand mon fils a voulu lancer son entreprise de paysagisme et que la banque a refusé son prêt, je lui ai donné 12 000 € de mes économies. Je ne lui ai jamais demandé de me les rendre. Quand le premier mariage de ma fille a échoué et qu'elle n'avait nulle part où aller, elle a vécu chez moi pendant 14 mois et je ne lui ai jamais fait sentir qu'elle était de trop. Ce ne sont pas des choses que je dis pour marquer des points. Je l'ai dit parce que j'avais cru, jusqu'à ce mardi matin, que mes enfants le savaient aussi. Je suis resté à cette table pendant près d'une heure. Puis j'ai décroché le téléphone et appelé mon amie Rosalie, qui a été clerc de notaire pendant 22 ans avant sa retraite. J'ai dit: Rosalie, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Si quelqu'un voulait transférer une propriété et des actifs financiers au nom d'une personne âgée, sans la prévenir, est-ce quelque chose qui est réellement possible? Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit: Lucille? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon nom, Lucille. J'ai été appelée Lucie toute ma vie, mais Rosalie m'appelle Lucille depuis le jour où nous nous sommes rencontrés à la paroisse il y a 40 ans, et elle n'a jamais changé. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu, sans y mettre l'émotion. Je n'étais pas encore prête pour l'émotion, juste les faits, exactement tels que je les avais entendus. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours aimées chez Rosalie. Elle ne cherche pas à combler les silences. Quand j'ai fini, elle a dit: il existe des moyens légaux pour faire quelque chose de ce genre avec le consentement d'une personne, une procuration, certains types de structures de trust, mais sans consentement? Non, pas légalement. Pas dans ce pays. Donc, ils auraient besoin que je signe quelque chose? Oui. Et s'ils te le présentaient après coup, s'ils disaient: tiens, c'est déjà en place. On a juste besoin de ta signature, Lucie, a-t-elle dit doucement, c'est là que tu aurais dû avoir déjà parlé à ton propre avocat. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'ai pas appelé mes enfants. Je veux être clair là-dessus. J'y ai pensé. Je suis restée assise là, et j'ai sérieusement envisagé de prendre le téléphone, d'appeler mon fils et de dire: j'étais sur le perron de ta sœur ce matin. J'ai entendu ce que tu as dit. Une partie de moi voulait le faire. Une partie de moi voulait la version des faits où il y avait une explication simple, où j'avais mal compris, où mon fils dirait: maman, oh mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout ce que ça semblait être. Mais j'avais entendu sa voix. Je connaissais la voix de mon fils, et il n'avait pas l'air d'un homme qui pensait faire quelque chose que sa mère approuverait. Il avait l'air d'un homme qui contournait un obstacle. J'étais l'obstacle. J'ai appelé mon propre avocat à la place. Elle s'appelle Kathleen, et elle s'était occupée de la succession de mon mari quand il est mort. Une femme tranchante, qui ne gaspille jamais ses mots. Quand j'ai expliqué la situation, elle m'a posé 4 ou 5 questions très précises sur le terrain dans les Alpes, sur la façon dont l'acte de propriété était actuellement structuré, sur le fait de savoir si j'avais signé quelque chose au cours de l'année écoulée que je n'aurais pas lu en détail. Je n'avais rien signé. Je lui ai dit. Bien, a-t-elle dit. Restons en là. Tu peux venir jeudi? J'y suis allé jeudi. Kathleen et moi avons passé 2 heures à tout passer en revue. La maison, le compte épargne, l'assurance vie, le terrain. Elle m'a expliqué ce qu'était un mandat de protection future, ce qu'était une procuration, la différence entre les deux, et ce qui se passerait dans chaque cas si quelqu'un essayait d'apporter des modifications sans mon consentement. Écrit explicite. Ensuite, elle a rédigé ce qu'elle appelle une lettre d'instruction, un document qui exposait clairement mes volontés, signé et notarié, qui rendrait beaucoup plus difficile pour quiconque de prétendre plus tard que j'étais confuse ou que je ne savais pas ce que je faisais. Quand nous
Avons fini, je suis resté sur le parking de son cabinet quelques minutes avant de démarrer la voiture. Pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que je réfléchissais. Ma fille avait dit, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. À 2 reprises, d'après ce que j'avais entendu, elle avait gentiment résisté. De la façon dont elle a toujours résisté, non pas avec colère, mais avec malaise, avec une voix qui disait, quelque chose semble clocher, même si elle n'arrive pas à le nommer exactement. J'ai réfléchi à cela. Puis je suis rentré chez moi, je me suis préparé une tasse de thé, je me suis assise avec. Et j'ai réfléchi au genre de mère que je voulais être désormais. Mon fils m'a appelé ce vendredi soir, un appel normal. Il a demandé comment j'allais, a mentionné la météo, a dit qu'il passerait peut-être ce week-end. J'ai dit que ce serait sympa. Il est venu samedi après-midi. J'ai préparé des sandwichs. Nous sommes assis sur la terrasse arrière, il m'a parlé d'un gros marché commercial sur lequel il avait postulé, et je lui ai parlé des tomates. C'était le genre d'après-midi que nous avions eu des centaines de fois. Facile. Familier. À un moment donné, il m'a regardé et a dit, tu as l'air différente. Différente comment, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Plus calme, peut-être? J'ai souri. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je dit. Il a hoché la tête et a laissé tomber. Ma fille a appelé quelques jours plus tard. Elle a demandé si elle pouvait passer. Ce n'était pas un appel informel. Il y avait une lourdeur, le genre qui signifie que quelqu'un prépare quelque chose. Elle est venue mercredi soir, j'ai préparé le dîner et nous avons mangé. Puis elle m'a aidé à débarrasser les assiettes. S'est rasseoise à la table et a dit, « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle m'a raconté qu'avec son frère, il discutait avec un conseiller en gestion de patrimoine. Qu'il s'était inquiété au cours de l'année passée de ce qui arriverait à mes actifs quand je serais plus âgé, et qu'il voulait s'assurer que tout était structuré correctement. Elle a dit qu'ils avaient parlé à quelqu'un, Irène, une conseillère financière, pour mettre en place un trust ou une protection. Elle a dit qu'ils avaient eu l'intention de m'en parler, mais qu'ils ne savaient pas comment aborder le sujet. Elle avait l'air mal à l'aise, jeûnait un peu honteuse, et je l'aimais beaucoup, alors je l'ai laissée finir. Quand elle a eu terminé, j'ai dit, « Depuis combien de temps toi et ton frère planifiez-vous cela ?» Elle a hésité. Quelques mois. Et vous n'êtes pas venu me voir. D'abord parce que... Nouvelle hésitation. Parce qu'on pensait que tu voudrais être trop impliqué, a-t-elle dit très doucement. Et on ne voulait pas que ça devienne une affaire complexe. J'ai hoché la tête lentement. Donc, votre plan était de mettre cela en place et ensuite de me le présenter? Elle a hoché la tête. Et vous ne vous êtes pas dit que cela pourrait donner l'impression qu'on agissait contre moi plutôt qu'avec moi? Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit, « J'y ai pensé. Je n'aimais pas ça. J'ai dit à mon frère que je n'aimais pas ça. Je sais, ai-je dit. » Elle a levé les yeux. Je t'ai entendu. J'ai dit, j'étais sur votre perron il y a quelques semaines. J'ai laissé des tomates sur la rambarde. Je vous ai entendu, toi et ton frère, discuter. Elle est devenue livide. Je ne suis pas resté longtemps, ai-je dit. J'en ai assez entendu pour comprendre la tournure des choses. Puis je suis parti. Elle a commencé à dire quelque chose. Et j'ai levé la main, non pas avec méchanceté. Je ne te dis pas ça pour te faire du mal, ai-je dit. Je te le dis parce que je veux que tu comprennes ce que j'ai fait après. J'ai appelé Rosalie. J'ai appelé Kathleen. Je suis allé au cabinet et j'ai géré mes affaires moi-même, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Donc,
Quoi qu'Irène ait prévu, ce n'est plus nécessaire. Elle est restée assise là pendant un long moment sans rien dire. Finalement, elle a dit « Maman, je suis tellement désolée. Je l'ai cru. Je la crois. Ma fille n'est pas une mauvaise personne. Elle est quelqu'un qui s'est laissé convaincre. Qu'aider sa mère signifiait contourner sa mère. Et je pense qu'elle savait que c'était mal tout du long. Cela ne rend pas la chose acceptable. Mais je connais la différence entre la cruauté et la peur. Et ce qu'elle avait fait venait plus de la peur que de la cruauté. La peur de l'avenir, la peur de la perte, la peur des conversations que nous n'avions pas eues parce qu'aucun de nous n'avait voulu les avoir. Je veux que tu dises à ton frère, ai-je dit, que j'aimerais lui parler. Elle a hoché la tête. Et je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose. J'ai 67 ans. Je marche 3 kilomètres tous les matins. J'ai dirigé une école pendant 3 décennies, et j'ai élevé 2 enfants, principalement seuls, après que votre père soit tombé malade. Et je prends des décisions sur ma propre vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je discuterai de mes volontés avec vous. Je vous inclurai. J'écouterai vos préoccupations, mais je ne serai pas géré, je ne serai pas mise de côté, et je ne serai pas traité comme un problème à résoudre avant même que j'en ai créé un. Elle pleurait un peu à la fin. Pas de manière dramatique, juste silencieusement, comme elle a toujours pleuré depuis qu'elle est petite. Je sais, a-t-elle dit. Je sais, maman. Mon fils est venu 2 jours plus tard. Il s'est assis en face de moi à la même table. Et, contrairement à sa sœur, il n'a pas pleuré, mais il n'a pas cherché d'excuses. Non plus, ce que j'ai respecté. Il a dit qu'il pensait faire la bonne chose, et qu'il pouvait entendre maintenant que ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il était désolé. J'ai dit, je sais que tu m'aimes. Je n'en ai jamais douté. Il a regardé la table. Mais m'aimer ne signifie pas que tu as le droit de prendre des décisions sur ma vie parce que tu penses que ce sera plus facile que de me parler. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle avec de bonnes intentions, et ça mène là où aucun de nous ne veut aller. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a hoché la tête une seule fois. Le genre de signe qui signifie quelque chose. Cela fait environ 2 mois. Maintenant, les choses sont différentes. Pas brisées, mais différentes, comme le sont les choses quand une vérité a fait irruption dans une pièce et a réarrangé les meubles. Mon fils et moi avons eu de longues conversations sur mes finances que j'aurais probablement dû entamer il y a des années. Il a posé des questions dont je ne pensais pas qu'il se souciait, et je lui ai donné des réponses honnêtes. Ma fille passe plus souvent, elle amène son mari, et parfois nous nous asseyons sur le perron le soir et nous discutons comme j'ai toujours espéré que nous le ferions. Irène, je crois, n'est plus impliquée. Le terrain dans les Alpes est toujours à moi. Il est dans un trust maintenant, un vrai, mis en place par Kathleen avec des conditions que j'ai choisies moi-même. Mes enfants savent ce qu'il en adviendra quand je ne serai plus là. Je leur ai dit qu'il n'y aurait aucune surprise. Il y a eu quelques larmes dans un long silence, puis mon fils a regardé dans le vide pendant un moment et a dit « Papa aurait aimé ça. La façon dont tu as géré ça. Peut-être. Je pense que mon mari aurait été plus en colère que moi, honnêtement. Il ne supportait pas qu'on agisse dans son dos. Mais j'aime croire qu'il aurait été fier de ce que j'ai fait ensuite. Le fait de partir, de prendre le temps de digérer, les appels que j'ai passés avant de me laisser acculer à signer quelque chose que je n'avais pas choisi. Il y a quelque chose que j'ai appris à 67 ans que j'aurais aimé comprendre à 40. Tu peux aimer quelqu'un totalement et refuser de le laisser te diminuer. Ces deux choses peuvent coexister dans le même cœur en même temps. Elles doivent même, en réalité,
si vous voulez des relations qui durent. Ma fille a appelé ce matin. Elle avait trouvé un plant de tomates au marché fermier, une variété charnue, la même que je cultive, et elle voulait savoir si elle pouvait le mettre dans son jardin. Je lui ai dit que je passerais l'aider à le planter. Je lui ai dit de bien s'assurer de l'arroser régulièrement. Que ce que les gens font mal avec les tomates, c'est de trop les arroser certains jours et pas assez les autres. Et que la plante a besoin de savoir qu'elle peut compter sur vous. Elle a dit qu'elle comprenait. Je crois qu'elle a compris. J'ai beaucoup pensé à ce qui se serait passé si j'avais frappé à cette porte. Si j'avais monté ces marches, frappé 2 fois comme je le fais toujours, et attendu qu'on réponde, rien du reste ne se serait passé. Ainsi, mon fils aurait ouvert la porte, surpris de me voir, et la conversation qui avait lieu dans cette cuisine se serait arrêtée. Et peut-être qu'éventuellement, ils seraient venus vers moi avec leur plan, déjà fini, déjà déposé, et je me serais retrouvé assise face à une inconnue nommée Irène, à qui on aurait expliqué dans un langage professionnel agréable ce qui avait déjà été décidé au sujet de ma vie. Je n'ai pas frappé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'une part de moi comprenait déjà que ce que j'entendais n'était pas quelque chose que je devais réparer sur le moment. Que la bonne réponse face à ce qui planifie votre vie sans vous, ce n'est pas d'entrer dans la pièce pour s'annoncer, mais de faire demi-tour et de réfléchir. Cette pause, ce calme. Cette marche délibérée sur l'avenue des Marronniers. C'était la chose la plus importante que j'ai faite. Pas l'appel à Rosalie, pas le rendez-vous avec Kathleen, bien que cela ait eu une importance capitale. Le premier acte consistant à reprendre ma vie au sérieux a été de choisir de ne pas réagir avant d'avoir compris. Je ne suis pas une personne qui croit que les choses nous arrivent simplement et que nous les subissons. Je crois que ce que nous faisons dans les instants qui suivent quelque chose de difficile, la façon dont nous pensons, qui nous appelons, ce que nous refusons de signer, ces choix se cumulent. Ils s'additionnent pour former quelque chose. Mon fils et ma fille ont fait une série de petits choix, chacun semblant probablement raisonnable sur le moment, qui les a menés là où aucun des deux ne voulait vraiment être. Ils ont choisi de ne pas avoir une conversation difficile. Ils ont choisi de travailler dans mon dos au lieu de travailler avec moi. Ils ont choisi de se dire que c'était pour mon bien. Et chacun de ces choix a rendu le suivant plus facile. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la cuisine de ma fille, parlant de calendrier et de dossiers comme si j'étais un problème à résoudre discrètement. Et j'ai fait une série de choix, aussi. J'ai choisi de m'éloigner avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. J'ai choisi d'appeler quelqu'un qui en savait plus que moi plutôt que quelqu'un qui serait simplement d'accord avec moi. J'ai choisi de gérer mes propres affaires avant que quelqu'un ne puisse les gérer pour moi. J'ai choisi, quand j'ai enfin parlé à ma fille puis à mon fils, d'être honnête sur ce que j'avais entendu et ce que j'avais fait pour y remédier. Non pas pour les punir, mais parce que j'ai assez vécu pour savoir que les relations bâties sur des silences arrangés finissent par s'effondrer. Lucille et ses tomates. C'est comme ça que je vois les choses maintenant, avec un peu de recul. Une femme avec un sac de tomates du jardin qui a failli devenir quelqu'un que ses enfants gèrent comme un objet. Toute l'affaire a basculé sur quelque chose de si ordinaire. Une fenêtre ouverte. Une habitude de marche. Le simple fait que je n'ai pas prévenu de mon passage. Ce que je veux que les gens comprennent, ce que j'avais besoin de comprendre moi-même, debout dans cette cuisine avec Kathleen à examiner chaque document, c'est que se protéger n'est pas un acte hostile. Je ne me suis pas fait des ennemis de mes enfants en appelant un avocat. J'ai préservé la possibilité d'une relation réelle avec eux. Car une relation où l'une des personnes en gère une autre n'est pas une relation. C'est une performance à sens unique. Ma fille plante sa tomate. Maintenant, je l'ai aidée à la mettre en terre.
Et j'y pense plus que je ne le devrais probablement. L'idée qu'une plante a besoin de savoir qu'elle peut compter sur vous, de façon constante, présente, ni trop peu. Je pense que c'est vrai pour la plupart des choses qui valent la peine d'être cultivées.